Bonjour, section sur les concepts fondamentaux. Donc, dans cette section-ci du cours, on va voir tout ce qui est considéré comme étant absolument essentiel pour comprendre en quoi consistent, en tout cas au niveau, les techniques d'apprentissage. Donc, on va commencer avec un exemple très concret, celui de reconnaître, par exemple, des caractères manuscrits. Ici, on aurait, par exemple, 10 différents types de caractères manuscrits, de 0 à 9. À partir d'images. Donc ici, chacun de ces caractères-là serait stocké dans une image pixelisée qui aurait, par exemple, 32 par 32 pixels. Ce sont des petites matrices de pixels. Et le but, c'est de rédiger un algorithme qui permettrait de convertir ces images-là en une étiquette de classe. Donc, par exemple, l'étiquette de la classe 0, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 9. Donc, comment on ferait ça de façon classique? Si on ne fait pas d'apprentissage automatique, ben on rédigerait un algorithme de façon procédurale en énumérant des règles. En d'autres mots, des if then else, par exemple. Si dans l'image, il y a une série de pixels qui sont alignés, on peut en déduire que c'est un 1. Si les pixels foncés dans ces images-là forment une espèce de cercle, on pourra en déduire que c'est un 0. Si, par exemple, dans l'image, il y a deux segments de droite qui se rejoignent en un point avec un angle d'environ 90 degrés, on pourra en déduire, par exemple, que c'est un 7, etc. Pendant des années, c'est ce qui a été fait. Dans les années 80-90, on a eu un grand nombre d'articles qui ont été publiés sur les bonnes caractéristiques à extraire d'une image, par exemple, pour en déduire son contenu. Le problème qu'il y a avec l'énumération de règles, des if then else, en d'autres mots, c'est que ça généralise très mal. Prenez par exemple le cas des 1, par exemple. Il y a des 1 qui sont des segments de droite, comme ça ici, plutôt penchés. D'autres, c'est des segments de droite plutôt verticaux. Mais il y en a d'autres que c'est un segment de droite avec une petite courbe ici à gauche et une droite horizontale en dessous. Donc, si la règle que je m'étais dit, c'était une série de pixels alignés, c'est un 1, ben le cas de figure ici, ou encore le cas de figure qui serait là, ou encore celui-ci où il y a eu une espèce d'erreur d'encre, ben serait mal classifié, probablement. Et le fait d'utiliser aussi des règles prédéterminées, c'est souvent très fastidieux, pour ne pas dire dans bien des cas, impossible, comme par exemple, si je voulais être en mesure de classifier une image comme ayant un contenu de chien versus un contenu d'oiseau. Pour un être humain, c'est très facile de distinguer un chien d'oiseau. Par contre, si on demande à un algorithme de le faire, suivant des règles prédéterminées, ça sera extrêmement facile de généraliser à tous les cas de chien, tous les cas d'oiseaux pris en photo, suivant à peu près tous les angles. Donc, ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va demander à un ordinateur, entre guillemets, c'est très important de mettre un guillemet ici, mais d'apprendre des règles. C'est-à-dire que l'algorithme va voir des images et il va induire certaines règles qui vont permettre de déduire le contenu de cette image-là, par exemple. Okay? C'est ce qu'on va appeler des algorithmes d'apprentissage, ou en anglais, du machine learning. Il y a deux grandes familles d'approches. Il y a d'un côté l'apprentissage supervisé et de l'autre côté l'apprentissage non supervisé. Alors, en quoi ça consiste, ces deux grandes familles d'approches? Ben, l'apprentissage supervisé commence avec ce qu'on appelle des données d'entraînement ou un ensemble d'entraînement. Donc, un ensemble d'entraînement, si je reprends l'exemple ici de la classification de caractères, ça serait un grand nombre d'images, ici, qui posséderaient des 0 et des 1, et pour chacune de ces images, on aurait l'étiquette de classe. OK? 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1 et 1, 1. Et là, ce qu'on voudrait, c'est que l'algorithme apprenne, à force de voir des exemples d'une image de 0 avec l'étiquette 0, une autre image de 0 avec une étiquette de 0, une image de 1 avec une étiquette de 1, etc., qu'il apprenne à retrouver la relation qui existe entre cette représentation, qui est l'image d'un 0, et l'étiquette de classe de 0. Et on espère que l'algorithme va bien généraliser sur de nouvelles données. Okay? Donc, par exemple, si j'ai des nouvelles données que l'algorithme n'a jamais vues, ce seraient des caractères qui ont été écrits à la main après que l'algorithme se soit entraîné, ben l'algorithme devrait être capable de retrouver les bonnes étiquettes de classe, même dans des cas de figure comme celui-ci ici, où il y en a un qui n'est pas juste un segment de droite.
plus formellement parlant, on va dire que l'ensemble d'entraînement, et jusqu'à la fin du cours, c'est la nomenclature qu'on va utiliser, c'est représenté par la lettre grand D, et c'est un ensemble de paires. Une donnée ici observée X, ainsi que T, qui est sa cible. Dans le cas ici qui nous intéresse, X, ça serait une image, OK? Une donnée brute. Et T, c'est ce qu'on appelle la cible. Donc, ça serait une étiquette de classe 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9. Donc, partant de l'ensemble d'entraînement, le but d'un algorithme d'entraînement, ça va être d'apprendre le contenu d'une certaine fonction. Encore là, jusqu'à la fin du cours, c'est la nomenclature qu'on va utiliser. On va dire que c'est la fonction Y. Il y a l'indice CW qui correspond aux paramètres de cette fonction. On va voir en quoi ça consiste, ces paramètres. Mais Y de W prend paramètre l'entrée X, qui serait une image, et va retourner une étiquette de classe. Et si la fonction est bien entraînée, normalement, elle devrait être capable de retrouver la bonne étiquette de classe ou la bonne cible. Donc, une fois que le modèle est entraîné, on utilise souvent un ensemble de tests, qu'on va encore là dans le cours appeler des tests, pour mesurer la performance d'un modèle en généralisation, donc sur des données que le modèle n'a jamais vues en entraînement. Et c'est souvent les scores, les performances en généralisation ou en test, si vous préférez, c'est deux termes qui sont synonymes, c'est souvent ces performances-là ici qu'on va rapporter dans des articles scientifiques. Bon, l'apprentissage non supervisé, c'est légèrement différent. Là, l'idée, c'est qu'on a un ensemble de données, c'est une soupe de données, pour laquelle chaque donnée n'est pas étiquetée. On ne sait pas si telle image contient un 0 ou telle autre image contient un 1. On va plutôt demander à l'algorithme de venir partitionner les données ou essayer de regrouper ensemble toutes les données qui ont des caractéristiques en commun ou qui ont des similarités. Okay, c'est ce qu'on va appeler du partitionnement de données ou du clustering. Donc, par exemple, si on avait des points qui vivaient dans un espace en 2 dimensions, donc, par exemple, si, on est à l'hôpital et que chaque patient à l'hôpital se voit mesurer la température corporelle ainsi que la fréquence cardiaque, donc je prends 2 mesures chez chacun des patients, un patient devient un point en 2 dimensions, et peut-être que j'ai un groupe de patients sains et un groupe de patients malades. Alors, comment on ferait pour les regrouper? Ben, ça serait à travers divers algorithmes qui sont vus dans plusieurs cours au baccalauréat ainsi qu'en maîtrise ici à l'Université de Sherbrooke. Donc, plusieurs points qui seront regroupés ensemble, comme ça ici et ça ici, des points qui ont des caractéristiques en commun ou qui sont, disons, plus proches les uns des autres. On va voir aussi d'autres types de partitionnement ou de clustering qui sont une généralisation du cas de figure de la page précédente, où on va essayer de regrouper ensemble les données qui sont les plus proches. Ici, ça sera plutôt probablement du clustering à l'aide de méthodes de type graphique. Un autre exemple ici en 3D, en fait, les données peuvent être en plus que 3 dimensions. Souvent, on illustre en 2D ou en 3D parce qu'on est capable, c'est uniquement en 2 ou en 3 dimensions qu'on est capable d'illustrer des données. L'apprentissage non supervisé est lorsqu'une cible n'est pas explicitement donnée. Donc, par exemple, voici un autre exemple. Si, par exemple, j'avais une population et pour cette population-là, j'avais extrait un certain histogramme, je pourrais en déduire, par exemple, qu'une première population correspond à la première bosse qui est ici dans l'histogramme, ce qu'on appellerait un mode, et une deuxième bosse qui est ici. Et ces deux distributions-là, on va le voir en classe plus attentivement, mais ces deux distributions-là sont ce qu'on appelle des distributions jointes. Donc, voici un exemple que je vais reprendre dans le cours en présentation magistrale, mais admettons qu'on a un examen de mathématiques, okay, on a un groupe d'étudiants qui suivent un cours en maths et doivent suivre un examen en mathématiques. Et il y a 2 groupes d'étudiants dans le cours. Par exemple, un groupe d'étudiants en informatique et un groupe d'étudiants en mathématiques. Donc, on peut imaginer que les étudiants en maths vont avoir une meilleure note à leur examen de mathématiques que des étudiants en informatique. En fait, c'est ce qu'on aurait observé ici, par exemple. Donc, la courbe en rouge, okay, serait
la courbe des étudiants. Donc, c'est P de X. X c'est une note. Donc, c'est la probabilité d'observer une certaine distribution sur les notes, étant donné et le fait que j'ai des étudiants qui sont dans le groupe 2, qui serait par exemple le groupe de mathématiques, versus le groupe d'informatique. Et ces deux courbes-là ici auraient été retrouvées de façon automatique. Il y a plusieurs applications aux apprentissages non supervisés, de la compression de fichiers, de la visualisation de données, de la segmentation d'images, etc. On va voir un certain nombre d'applications dans le cours, bien que le cours soit essentiellement concentré sur les applications d'apprentissage dit supervisé. Donc, la grosse différence qu'il y a entre des techniques d'apprentissage supervisé versus non supervisé, c'est que les apprentissages supervisés viennent avec un ensemble de données dont on connaît à la fois des données en entrée X ainsi que leur cible T, alors que du non supervisé, on n'a que des données, une grosse soupe de données, on doit faire du sens à partir de ces données-là, sans l'aide d'étiquettes de classe, par exemple. Donc, l'apprentissage supervisé, c'est le principal sujet du cours.